2015, The Big Short remporte un Oscar pour la qualité de son scénario. Des milliers de personnes l'ont regardé, des milliers de vidéos YouTube l'ont analysé, mais depuis 10 ans, tout le monde en tire exactement les mêmes leçons. Sois courageux, pense différemment et résiste à la pression. Sauf que ce n'est pas ce qu'Adam Kay, l'auteur du film, a voulu faire. Et il l'a lui-même dit en interview. Il voulait montrer comment le système utilise notre propre cerveau contre nous. Donc, The Big Short n'est pas juste un film cliché sur des héros qui ont pensé différemment, mais plutôt un grand exposé sur des erreurs que notre cerveau fait en permanence et qui peuvent, selon moi, réellement nous détruire. Alors aujourd'hui, laisse-moi te montrer comment ces 2 heures de film et les 3 milliards de dollars de sa conclusion peuvent littéralement te sauver la vie. Revenant en 2005, Michael Burry est un gestionnaire de fonds qui gère Scion Capital, sa firme privée en Californie. Et, caractéristique intéressante, il est autiste. Ce qui fait qu'il communique différemment. Il évite les réunions, les appels téléphoniques, les conférences, bref, il ne fait pas ce que tout le monde fait. Puis un jour, il va effectuer une tâche surprenante. Il va lire des contrats. Pas juste des résumés ou des notes d'analyste, non, de vrais contrats hypothécaires. On parle là de milliers de chiffres bruts, de taux de défaut par tranche, par région, par profil d'emprunteur. Bref, plein de termes compliqués qui suffira à faire souffler n'importe qui dès la première page. Et ce qu'il y voit est stupéfiant. Plein de prêts ont été accordés à des gens sans revenus déclarés et sans emploi stable. Ils trouvaient des contrats de maison achetés par des gens qui ne pourraient mathématiquement jamais rembourser. Sauf que là où c'est troublant, c'est que ces informations sont publiques, ce qui veut dire qu'elles sont accessibles et disponibles pour n'importe quel analyste de Wall Street. Mais absolument personne ne les a lues. Pourquoi ? En psychologie cognitive, on appelle ça le biais de confirmation. C'est notre tendance naturelle à interpréter et rechercher en priorité les informations qui confirment ce que nous croyons déjà. Mais l'un des effets les plus dangereux est qu'il nous amène à ignorer celles qui nous contredisent. Et ce n'est pas qu'un défaut réservé aux gens peu intelligents. Les chimistes y sont sujets et les chirurgiens aussi. Et les analystes de Wall Street peut-être plus que quiconque. La raison pour laquelle je te partage tout ça, c'est que dans The Big Short, tout le monde partage un axiome fondamental. L'immobilier américain est la valeur sûre absolue. Tout simplement parce que l'immobilier ne baisse jamais à l'échelle nationale. Ça n'est tout simplement jamais arrivé depuis la crise de 1929. À ce stade, c'est considéré comme une vérité immuable. Et dès qu'un fait est posé, le cerveau humain fait quelque chose de très intéressant. Il cesse de chercher les informations qui le contredisent, non pas consciemment, mais automatiquement, sans même que tu t'en rendes compte. Les analystes de Wall Street avaient pourtant accès aux mêmes données que Burry. Ils voyaient les taux grimper chez les emprunteurs à risque, mais leur cerveau classifiait automatiquement cette information comme une anomalie temporaire. Pourquoi selon toi ? Parce que l'axiome dit que l'immobilier ne peut pas baisser nationalement. Si le sous-jacent faisait défaut. Vous voulez miser contre l'immobilier ? Oui. Pourquoi ? Ces obligations chuteraient si des millions d'Américains ne payaient plus leur crédit, ce qui n'est jamais arrivé. Cette donnée doit donc être un accident justement. Et c'est ça le biais de confirmation. Notre cerveau est câblé pour protéger nos croyances existantes. Ce mécanisme coûte de l'argent aux financiers sur les marchés et c'est précisément là que l'on retrouve la question que personne ne se pose sur The Big Short. Burry n'était évidemment pas plus intelligent que les autres analystes. Il avait accès aux mêmes données que chacun d'entre eux. La seule vraie différence, c'est qu'il n'avait pas les mêmes croyances à confirmer. Son autisme l'avait placé en dehors du consensus social depuis toujours. Il n'avait donc jamais vraiment appris à s'y conformer et donc il n'avait pas intégré l'axiome « l'immobilier ne baisse jamais ». Son avantage était donc bien plus social que cognitif. Maintenant, question concrète pour toi. Si tu es un investisseur ou un trader, quand tu regardes ton historique d'opération, est-ce que tu cherches activement les informations qui confirment tes positions ou est-ce que tu cherches des informations qui pourraient te donner tort? La plupart des gens font la première chose mais en pensant faire la deuxième. Ils lisent des rapports, suivent des analystes mais ils choisissent inconsciemment les analyses qui valident ce qu'ils ont déjà décidé et ils ignorent celles qui les contredisent. C'est pour ça que des bulles comme les NFT ont duré aussi longtemps. Les gens n'ignorent pas volontairement les signaux d'effondrement, c'est juste que leur cerveau les classe systématiquement dans la mauvaise catégorie. Mais le biais de confirmation n'est que le premier étage d'un problème bien plus profond. Parce que même quand tu as identifié la bonne information comme Burry l'a fait, il reste une question fondamentale à résoudre. Comment construire une position qui te permet de vivre suffisamment longtemps pour avoir raison? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Pour comprendre ça, je vais te présenter deux personnages que The Big Short ne mentionne presque jamais. Charlie Geller et Jamie Shipley. Deux inconnus complets. Ils ont un fonds géré avec 110 000 $ de capital de départ depuis leur garage. Ils n'ont certes aucune formation en finance au préalable, mais ils sont très passionnés. Et ces deux-là n'ont aucune légitimité institutionnelle. À tel point que les grandes banques refusent même de les recevoir. Ils sont tellement vus comme des guignols que quand ils appellent Goldman Sachs pour la première fois, on leur raccroche au nez. De ce fait, ils ne peuvent pas accéder aux mêmes produits financiers que Burry. Sachant ça, est-ce que tu veux connaître le résultat final de leur fonds d'investissement? Ils ont tout simplement transformé les 110 000 $ de départ en 80 millions, soit plus de 72 000% de rendement. Burry de son côté a réussi à gagner 2,89 milliards pour ses clients et plus de 100 millions en compte personnel. À ton avis, lequel des deux est le meilleur? Tu serais tenté de dire que c'est Burry. Après tout, il a quand même généré plusieurs milliards, mais tu aurais tort. Parce qu'en termes de rendement pur, Geller et Shipley le battent à plate couture. Même si Burry a gagné des milliards, il avait déjà plusieurs centaines de millions à la base. Là où Geller et Shipley ont réussi à faire des dizaines de millions avec à peine 100 000 $. Ça pose une réelle question. Comment deux inconnus sans formation en finance ont-ils réussi à gagner 80 millions de $? Car la vérité c'est que ce n'est pas habituel d'autant surclasser un financier institutionnel tel que Burry. En fait, c'est parce qu'ils ont compris quelque chose que les professionnels de Wall Street avaient déjà oublié. Le ratio risque-reward, qu'on peut traduire par ratio risque-récompense, mesure combien tu mets sur la table par rapport à ce que tu peux potentiellement gagner. Par exemple, si tu risques 100 € pour peut-être en gagner 300, ton ratio est de 1 pour 3. Pour chaque euro perdu dans le pire des cas, tu peux en gagner 3 dans le meilleur. En apparence, c'est assez simple, mais en pratique, c'est l'un des concepts les plus mal appliqués en trading et même en institution. La majorité des traders débutants font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Ils gardent leurs investissements en perte en espérant des profits mais revendent directement dès qu'il y en a un tout petit peu. Ils finissent donc sur le long terme par perdre beaucoup sur leurs mauvaises positions et en gagner très peu sur les bonnes. Même avec un taux de réussite à peu près correct, ils finissent quand même par perdre de l'argent sur la durée. Et le risque devient donc plus élevé que la récompense. Seulement, je t'explique ça comme ça, mais tu ne vois peut-être pas le lien direct avec nos protagonistes. Alors voyons ça tout de suite. Burry en 2005 a découvert que le marché vendait des CDS à des prix ridiculement bas. Un CDS, c'est comme une assurance. Tu paies une prime régulière à une banque et en échange, si l'actif que tu as assuré fait défaut, la banque te reverse un montant fixé à l'avance. Si l'actif ne fait pas défaut, tu perds simplement les primes que tu as déjà payées. Exactement comme une assurance habitation. Tu payes chaque année et si ta maison ne brûle pas, tu perds tes primes. Par contre, si elle brûle, tu touches beaucoup plus que ce que tu as déjà payé. Burry achète les CDS les plus risqués du marché hypothécaire et paie environ 2% par an en prime d'assurance. Là, deux scénarios sont possibles. Dans le pire des cas, le marché immobilier tient et donc il perd ses primes. S'il tient sa position sur 2 ans, il perd 4% de son capital engagé. Dans le meilleur, le marché s'effondre et il touchera alors 100% de la valeur assurée, soit 50 fois sa mise initiale. Son ratio risque-reward est de 1 pour 50. Même si la probabilité d'avoir raison est de seulement 5%, ce trade est mathématiquement rentable sur le long terme. Et c'est là que Geller et Shipley font quelque chose de brillant depuis leur garage. Ils n'ont pas accès au même CDS que Burry, mais ils trouvent quelque chose d'encore plus asymétrique. Des options sur des tranches BBB de CDO synthétiques dont personne ne réalise à quel point elles sont mal évaluées. Oh là. Bon, je sais que ça paraît compliqué, mais en réalité c'est très simple. Visualise un gros panier rempli de fruits et regroupés par qualité. Les fruits les plus frais, on va les appeler AAA et les moins bons, on va les appeler BBB. Entre les fruits AAA et les fruits BBB, on a tous les autres groupes de fruits de qualité intermédiaire. Maintenant, imagine que les fruits ce sont des contrats immobiliers avec les moins risqués notés AAA et les moins sûrs notés BBB. Un CDO, c'est exactement comme ce panier avec des contrats à la place de fruits. La logique du système suppose que même si une partie des emprunteurs font défaut, les meilleures tranches restent protégées. Sauf que cette logique repose entièrement sur une hypothèse. Les défauts de paiement sont indépendants les uns des autres. Ça veut dire que si Monsieur Dupont ne peut plus payer son prêt à Miami par exemple, ça n'affecte pas Madame Martin à Phoenix. Les défauts sont locaux et indépendants. L'obligataire est plus que jamais le pilier sur lequel cette économie repose.
Geller et Shipley ont tous compris que cette hypothèse était fausse. Tous ces prêts dans les contrats avaient été accordés selon les mêmes critères laxistes, toujours à des gens dans la même situation précaire et avec des taux qui allaient exploser tous au même moment. Quand ces taux allaient remonter finalement, les défauts n'allaient pas être dispersés. Ils allaient tous être massifs et simultanés. Geller et Shipley achetèrent donc des options sur ces tranches AA pour une fraction de leur valeur. Si les CDO s'effondrent, leurs options valent une fortune. S'ils tiennent, ils perdent une mise ridicule. Leur ratio risk-reward est tellement bon que même avec une probabilité de réussite presque nulle, la position est rationnelle à prendre. Voilà la leçon que les analystes classiques de The Big Short ratent complètement. Burry et Geller ne sont pas devenus riches parce qu'ils ont été courageux, mais parce qu'ils ont trouvé des trades où les mathématiques travaillaient pour eux, même dans le cas où le marché leur donnait tort pendant des mois. La vérité, c'est que en trading, la question n'est jamais est-ce que j'ai raison, mais plutôt si j'ai tort, combien est-ce que je perds, et sinon, combien est-ce que je gagne. Un trader peut gagner 6 fois sur 10, mais si chacune de ses pertes lui coûte 2 fois plus que ses gains, il perdra quand même de l'argent. Les mathématiques sont implacables. Par contre, un trader qui a tort 7 fois sur 10 mais où les gains lui rapportent 5 fois plus que les pertes, il est quand même profitable sur la durée. Encore une fois, les mathématiques sont implacables, mais dans l'autre sens. Seulement, malgré que Burry avait la bonne analyse, il a quand même perdu des centaines de millions de dollars pendant longtemps. Et ça, c'est parce qu'il reste un dernier problème, et très probablement le plus dangereux de tous. Nous sommes en 2006. Burry sait qu'il a raison. Les données sont claires, les taux continuent de grimper exactement comme il l'avait prévu. Les emprunteurs subprime commencent à ne plus pouvoir payer leur mensualité. Mais le marché de l'immobilier américain continue de monter et donc la position de Burry est encore dans le rouge. Ses clients voient leur argent baisser mois après mois pendant que d'autres ne font qu'en gagner. Tout ce qu'ils veulent, c'est de retirer leur argent et encaisser leurs pertes. Certains le menacent même de procès et ses employés commencent à douter de lui. Mais malgré la pression, Burry prend une décision extraordinaire et surtout extrêmement controversée sur le plan légal et éthique. Il bloque les retraits et empêche ses clients de sortir. À cause de ça, il reçoit des mails des gens qui veulent le tuer, de menaces juridiques et même ses meilleurs employés commencent à partir. Pendant des mois, il supporte seul la pression d'avoir raison sur une analyse que personne ne valide. Pendant ce temps, de l'autre côté, Charlie Geller vit quelque chose de différent, mais tout aussi destructeur. Lui aussi, il a raison. Lui aussi voit ses positions dériver dans le rouge. Seulement, contrairement à Burry, il n'a pas bloqué les retraits. Il risque de se débarrasser de tout au pire moment, juste avant l'effondrement. Il veut tout vendre maintenant avant que ça empire. Et je suis sûr que selon toi, tu sais qu'il faut tenir, tu sais que c'est une décision logique. Après tout, pourquoi tout abandonner alors que tu sais que tu as raison? Sauf que ce n'est pas si simple. Et pour comprendre pourquoi, je dois t'expliquer le concept de drawdown. Le drawdown, c'est la perte maximale que tu encaisses sur ton compte depuis son maximum. Concrètement, si ton argent passe de 100 000 € à 70 000 € avant de remonter, ton drawdown maximal sur cette période précise est de 30%. Dit plus simplement, prends-le comme ta capacité à tenir pendant une mauvaise période sans être obligé de tout arrêter. Tu l'auras compris, c'est exactement cette phase que Charlie et Burry sont en train de traverser. Et c'est aussi à ce moment précis que The Big Short montre sa vraie profondeur. Mais malheureusement, personne ne le remarque. Avoir une bonne analyse est loin d'être suffisant. Avoir le bon ratio risque-récompense non plus. Tout simplement parce qu'il faut encore survivre à la période entre le moment où tu as raison et le moment où le marché décide de te donner raison. Le problème, c'est que ces deux moments ne coïncident jamais. Quand Burry avait la bonne analyse, le marché ne lui a donné raison que 2 ans plus tard. 2 ans de drawdown. 2 ans pendant lesquels il perdait de l'argent alors même que son analyse était correcte. 2 ans de pression psychologique intense, d'isolement, de remise en question permanente. La plupart des financiers auraient craqué bien avant. Et c'est précisément là que la leçon de motivation classique de The Big Short se retourne contre toi et de façon particulièrement dangereuse. Quand on te dit sois courageux comme Burry, tiens tes positions malgré la pression, on omet quelque chose d'essentiel. Burry avait un avantage structurel que tu n'as probablement pas. Il pouvait bloquer les retraits clients. Contractuellement, il avait le temps. Personne ne pouvait le forcer à liquider ses positions avant qu'il ne soit prêt. Sauf que si toi tu es trader indépendant, tu n'as pas ce contrat. Par contre, tu as tes émotions, ton loyer à payer, ton entourage qui te demande si tu es sûr de ce que tu fais et ton propre cerveau qui commence à se demander si tu n'as pas fait une erreur depuis le début. Pendant ces 2 ans, la grande majorité des gens capitulent parce qu'ils n'ont pas construit les conditions qui leur permettent de tenir. Et
Il y a un autre personnage dans le film qui illustre ce point de façon encore plus cruelle. Mark Baum. C'est un financier qui a lui aussi shorté le marché de l'immobilier. Il a fait ses propres recherches et est allé sur le terrain. Il a rencontré des courtiers en immobilier qui accordaient des prêts à des gens sachant qu'ils ne peuvent pas rembourser. Tout ça en leur expliquant candidement comment le système fonctionnait. Il a vu la fraude littéralement de ses propres yeux. Mais quand le marché commence enfin à s'effondrer en 2007, il fait face à un dilemme différent de celui de Burry. En fait, il est du genre sanguinaire. Il veut voir le système s'effondrer complètement. Ça en est devenu presque personnel et c'est son équipe qui doit le convaincre de vendre pour sauver leurs clients avant qu'il ne puisse plus sortir de ses positions. On a là deux problèmes distincts, le timing d'entrée et le timing de sortie. Et les deux peuvent te tuer. Entre trop tôt et tu ne survivras pas au drawdown. Sors trop tard et regarde tes gains s'évaporer quand l'analyse est exécutée. Ce qui est bien avec The Big Short, c'est que pendant la moitié du film, c'est des gens qui ont raison et qui en souffrent parce que le timing est contre eux. Tandis que de l'autre, on a ceux qui n'ont pas fait ces erreurs et qui s'en réjouissent. C'est ça le message qu'Adam McKay voulait transmettre. Pas « sois courageux », mais plutôt « comprends que même quand tu as raison, le marché peut te détruire si tu n'es pas prêt ». The Big Short n'est pas un film de motivation comme il en existe des centaines. C'est un film sur des mécaniques précises qui peuvent facilement nous amener à prendre de mauvaises décisions. Et le point intéressant, c'est qu'elles ne datent pas de 2008. Bien au contraire, elles sont encore présentes aujourd'hui. La bulle immobilière de 2008 a détruit des millions de personnes ordinaires, pas seulement des banquiers, des gens qui avaient acheté leur maison de bonne foi, des retraités dont les économies étaient investies dans des contrats toxiques. Ces mêmes mécanismes ont alimenté la bulle des cryptos en 2021, la bulle des valeurs tech en 2000 et ils alimentent en ce moment même des marchés dont tu ne sais même pas encore qu'ils sont en bulle. Si tu as regardé ce film comme n'importe quel autre, tu es passé à côté du vrai message. Parce que Adam McKay n'a pas filmé des héros, mais selon moi, un miroir qui parle de toi devant ton écran aujourd'hui.